En 1957, les grilles métalliques de l'usine du Point du Jour à Boulogne-Billancourt se refermèrent définitivement. À l'intérieur, les derniers blocs moteurs à double arbre à cam en tête de la Samson 2300 Sport venaient d'être assemblés. Quelques mois plus tard, le géant Renault, voisin industriel aux chaînes de montage bruyantes, rachetait et avalait les installations. C'était la fin physique d'un nom qui avait pourtant forgé la puissance française. 30 ans plus tôt, ce même constructeur usinait des milliers de moteurs d'avion pour la Première Guerre mondiale et dominait les circuits automobiles avec des mécaniques d'une précision absolue. Mais en 1957, les tourneurs, les ingénieurs et les ajusteurs de Salmson perdaient plus qu'une ligne de production. Ils perdaient un monde. Le paradoxe est que Salmson ne s'est pas effondré parce que ses moteurs étaient défaillants. L'entreprise est morte parce que ses moteurs étaient devenus trop parfaits, trop complexes et trop coûteux pour une France d'après-guerre affamée d'économie. Mais la véritable histoire de Salmson n'est pas seulement l'histoire d'une fermeture d'usine. C'est l'histoire d'un empire aéronautique qui a voulu imposer la rigueur du ciel sur les routes de France avant d'être écrasé par la brutalité de la production de masse. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des moteurs français, des usines et des noms industriels qui ont appris au pays comment pouvait sonner la puissance et ce qui s'est passé lorsque le marché a changé. Abonnez-vous si cette mémoire compte pour vous. L'histoire ne commence pas avec la nostalgie, mais avec un lieu précis, à Boulogne-Billancourt en 1914. L'histoire ne commence pas avec la nostalgie, mais avec un lieu précis, à Boulogne-Billancourt, à l'aube de la Première Guerre mondiale. En 1914, Émile Salmson ne construisait pas d'automobile. Son entreprise, la Société des moteurs Salmson, solidement ancrée au cœur du Point du Jour, s'était d'abord fait un nom dans les pompes centrifuges, avant de lever les yeux vers le ciel. La France, brusquement plongée dans le premier grand conflit mécanisé de l'histoire, avait un besoin désespéré de puissance aérienne pour observer les lignes ennemies. Salmson ne se contenta pas de répondre à cet appel industriel. Il y imposa une exigence métallurgique rare. L'usine de Billancourt se mit à fondre, usiner et assembler les moteurs canton-unés. Il s'agissait d'un moteur en étoile, un bloc dont les cylindres sont disposés circulairement autour du vilebrequin central, optimisant l'espace pour l'aviation, mais avec une particularité technique fascinante. Le refroidissement par eau, un système utilisant un réseau liquide pour abaisser la température du bloc, là où la plupart des constructeurs concurrents se contentaient du flux d'air naturel. Sur les établis de l'usine, la rigueur n'était pas une simple option commerciale. Un moteur d'avion qui tombait en panne en plein vol ne s'arrêtait pas sur le bas-côté. Il condamnait son équipage. Les ajusteurs, les fraiseurs et les tourneurs de Salmson apprirent ainsi à travailler l'acier et l'aluminium avec des tolérances microscopiques. Ils développèrent une culture d'entreprise obsédée par le détail, où la précision mécanique absolue primait sur le coût de production. Des milliers d'avions de reconnaissance, notamment le robuste biplan Salmson 2A2, furent équipés de ces blocs. Pour les mécaniciens militaires sur les aérodromes de terre battue et les pilotes engagés au-dessus des tranchées, le nom de Salmson devint le synonyme d'une fiabilité vitale sous le feu ennemi. La guerre fit de l'entreprise un véritable empire industriel, employant des milliers d'ouvriers dans des ateliers tournant jour et nuit à plein régime, financés par les commandes massives de l'État. Mais cette force nourrie par la guerre cachait un piège structurel. Le 11 novembre 1918, l'armistice fut signé. La paix sauva des millions de vies, mais pour l'industrie de l'armement, elle ressemblait à un arrêt de mort comptable. Du jour au lendemain, les commandes de l'armée française s'évaporèrent totalement. Le gouvernement annula les contrats en cours avec une brutalité administrative qui laissa l'industrie sous le choc. Dans les vastes halls du Point du Jour, le silence remplaça le vacarme des bancs d'essai. Émile Salmson se retrouva face à un immense parc de machines-outils spécialisées, des tonnes de matières premières accumulées et une main-d'œuvre hautement qualifiée qui risquait le chômage immédiat. Le problème n'était pas la qualité du métal, c'était la disparition de son seul acheteur. Comment une usine conçue exclusivement pour dominer le ciel pouvait-elle survivre sur une terre soudainement en paix? L'entreprise devait trouver un nouveau produit de consommation civile, et vite, pour éviter que les machines ne rouillent et que le capital ne s'effondre. La réponse se trouvait dans la redéfinition des routes de la France d'après-guerre. Le pays était économiquement épuisé, l'essence coûtait cher, l'acier de qualité manquait,
et les grandes voitures bourgeoises lourdes d'avant 1914 n'avaient plus leur place dans une économie de stricte reconstruction. Pour encourager la motorisation d'une population appauvrie, l'État français créa en 1920 une nouvelle catégorie fiscale extrêmement avantageuse, le cycle-car. Ce terme désignait une voiturette minimaliste, strictement limitée par la loi à un poids maximum de 350 kg et bénéficiant d'une taxe annuelle dérisoire de seulement 100 francs, afin d'offrir une mobilité abordable. Salmson n'avait ni le temps, ni les bureaux d'études prêts pour concevoir une automobile civile à partir d'une page blanche. Pour sauver l'usine du naufrage, la direction prit une décision d'urgence et acheta la licence de fabrication du cycle-car britannique GN en 1919. La première automobile à sortir des prestigieux ateliers du Point du Jour fut donc la GN Salmson, un véhicule pensé de l'autre côté de la Manche. Pour le personnel, ce fut un choc culturel absolu. Le cycle-car GN original était propulsé par un simple bicylindre en V, un moteur à 2 cylindres formant un angle, refroidi par air, transmettant sa modeste puissance aux roues arrière par un système archaïque de chaînes et de courroies apparentes, le tout monté sur un châssis primitif en frêne. Pour les ouvriers de Salmson, habitués à usiner des pièces d'aviation capables de supporter les pires contraintes thermiques et mécaniques du combat, assembler ces petites machines rustiques en bois et en tôle ressemblait à une véritable insulte professionnelle. Le moteur britannique vibrait, manquait de raffinement et se réparait avec des outils de base, à l'opposé de la propreté clinique exigée par les moteurs en étoile canton uni. Pourtant, le marché français réagit exactement comme prévu. La GN Salmson se vendit par milliers d'exemplaires. Elle offrait aux anciens combattants et à la nouvelle classe moyenne rurale et urbaine une première véritable chance de motorisation à bas coût. Elle sauva financièrement le Point du Jour, maintint les salaires des ouvriers et permit à l'usine de conserver ses précieuses machines-outils en activité. Mais dans les bureaux d'études, une frustration immense bouillonnait. Le paradoxe de l'immédiat après-guerre devenait cruellement évident. L'empire Salmson survivait financièrement grâce à une ingénierie étrangère rudimentaire, tout en possédant dans ses propres murs des ingénieurs capables de concevoir les mécaniques les plus sophistiquées d'Europe. Les motoristes maison refusaient de lier indéfiniment le nom de leur entreprise à un assemblage de courroies qui ne portaient pas leur signature intellectuelle. Ils savaient que la faille fiscale des cycles-cars ne durerait pas éternellement face au retour des vraies automobiles. Pour exister véritablement en tant que motoriste français, et non comme un simple sous-traitant de brevets britanniques, Salmson devait d'urgence renouer avec son propre ADN. L'usine était sauvée, le métal continuait d'être fondu et les emplois étaient préservés. Mais l'esprit de l'aviation exigeait plus qu'une simple copie britannique pour avancer. Il exigeait une mécanique capable de tourner plus vite, plus fort et de redéfinir ce que la puissance légère signifiait en France. La frustration des ingénieurs de Boulogne-Billancourt face au rudimentaire cycle-car britannique ne pouvait durer. L'orgueil de l'usine du Point du Jour, forgé par les exigences extrêmes de l'aviation militaire, réclamait une véritable démonstration de force. C'est ici qu'entre en scène Émile Petit, un motoriste brillant engagé par Salmson. Petit n'avait que faire des bricolages à courroie ou des moteurs rustiques. Il voulait construire un véritable groupe motopropulseur d'automobiles capable de dominer la nouvelle réglementation française sans sacrifier l'honneur métallurgique de la marque. Le problème technique du début des années 1920 était simple et cruel. La loi limitait la cylindrée, le volume interne total balayé par les pistons, à exactement 1100 cm3 pour bénéficier de la taxation très avantageuse des cycles-cars et voiturettes. Si un motoriste ne pouvait pas augmenter la taille du moteur pour obtenir plus de puissance, il n'avait qu'une seule solution, faire tourner le moteur plus vite. Mais à haut régime, les moteurs traditionnels de l'époque s'affolaient. Les lourdes tiges métalliques qui poussaient les soupapes se tordaient, flottaient ou cassaient sous l'effort mécanique de la vitesse. Pour résoudre ce plafond de verre, Émile Petit importa sur les routes françaises une architecture directement issue de l'aviation de pointe et des coûteux moteurs de grand prix. Le double arbre à came en tête. Le double arbre à came en tête, un système mécanique sophistiqué où 2 arbres rotatifs distincts sont placés tout en haut du moteur, au-dessus de la culasse, pour actionner directement et indépendamment les soupapes d'admission et d'échappement.
supprimant ainsi toutes les pièces intermédiaires inutiles. La culasse, la lourde pièce métallique qui ferme le sommet des cylindres et contient ses soupapes, devenait une véritable œuvre d'art usinée. En allégeant la distribution, le nouveau moteur Salmson de la série AL pouvait atteindre des régimes vertigineux pour une automobile de grande série de cette époque. Il dépassait les 3000 puis 4000 tours par minute, là où la concurrence explosait. Dans les ateliers d'essai de Billancourt, le bruit de ce nouveau 4 cylindres, un moteur où 4 pistons s'alignent parfaitement dans un même bloc de fonte, ne ressemblait en rien aux pétarades des anciennes GN Salmson. C'était un hurlement clair, aigu, chirurgical. C'était le son d'une machine qui ne subissait pas la route, mais la dévorait par la force des révolutions par minute. Dès l'apparition des séries AL, puis de la célèbre famille Val, voiturette AL, Salmson trouva immédiatement son ennemi juré sur le marché et sur les pistes, Amilcar. Dans la France des années folles, le duel entre Amilcar et Salmson devint une véritable guerre de religion automobile. Amilcar construisait des véhicules d'une élégance absolue, des engins légers, propulsés par des moteurs à soupapes latérales simples, moins chers et redoutablement efficaces. Salmson, en revanche, abordait la conception automobile comme une équation balistique. Leur voiture de sport arborait fièrement la célèbre croix de Saint-André sur la calandre, un insigne qui devint très vite synonyme de terreur mécanique pour tous leurs adversaires sur la grille de départ. La piste fut le véritable juge de paix de cette décennie. Pour la direction de Salmson, la course automobile n'était pas un simple exercice de relations publiques. C'était un banc d'essai public à ciel ouvert, une vitrine impitoyable pour prouver la supériorité de son usinage. L'entreprise structura un département compétition d'une efficacité redoutable. Aux 24 heures du Mans, sur les longues routes poussiéreuses du Grand Prix de San Sebastián en Espagne, ou dans les montées infernales du Mont Ventoux, les moteurs Salmson écrasaient la catégorie des 1100 cm3 avec une régularité mathématique. Les chiffres de cette époque racontent une domination totale. Entre 1921 et 1928, les moteurs à double arbre à cames conçus par Émile Petit remportèrent plus de 500 victoires en compétition et fracassèrent 71 records internationaux de vitesse. Dans les stands du Mans, la nuit, les mécaniciens Salmson démontraient une discipline quasi militaire, héritée des escadrilles de guerre. Là où les moteurs des concurrents surchauffaient, crachaient de l'huile brûlante ou cassaient leurs vilebrequins, l'axe central massif qui transforme le mouvement de va-et-vient des pistons en rotation continue, le bloc Salmson continuait de hurler dans la nuit sartoise. Il maintenait ses performances grâce à des tolérances de fonderie et d'assemblage que seul un ancien motoriste de l'armée de l'air pouvait imposer. Cette hégémonie absolue sur les circuits transforma l'image de Salmson auprès du public français. Posséder une Salmson Val 3 n'était plus un simple compromis économique pour échapper à l'impôt de l'État. C'était détenir une arme d'ingénierie avancée, accessible au grand public. Les jeunes pilotes privés, les notables de province en mal de sensations et les passionnés de mécanique se ruaient sur ces voiturettes qui offraient des performances pures dignes de monstres coûtant 3 fois leur prix. Cependant, un moteur de course, aussi brillant et historique soit-il, finit toujours par se heurter à des lois économiques impitoyables. Force 4. Course. Formule 1. Le Mans, un coût de la performance, dicte une réalité amère. Chaque victoire coûte une fortune en recherche, en développement continu et en entretien du département course. Vers la fin des années 1920, les règles du jeu industriel et politique commencèrent à muter. L'État français, cherchant à moderniser ses recettes fiscales face à un parc automobile grandissant, mit progressivement fin au régime de faveur des cyclecars. L'avantage fiscal qui protégeait les moteurs 1100 cm3 s'effondra. Pire encore, la clientèle originale vieillissait et s'embourgeoisait. La rudesse sportive d'une voiturette bruyante, vibrante, à suspension raide et sans véritable toit, devenait soudainement beaucoup moins désirable pour une classe moyenne montante qui exigeait désormais du confort, du silence et des carrosseries fermées à l'épreuve des saisons. Émile Petit finit d'ailleurs par quitter l'entreprise à la suite de graves désaccords internes, laissant derrière lui l'une des architectures moteurs les plus révolutionnaires et victorieuses de sa génération. L'usine du Point du Jour fit face à une nouvelle urgence vitale.
Le petit bloc nerveux à double arbre, à cam, avait accompli sa mission. Il avait prouvé que l'acier usiné à Billancourt pouvait dominer l'Europe sportive. Mais le marché français n'achetait plus seulement de la vitesse brute et du palmarès. Il achetait désormais de la distinction, du volume et du confort de marche. La machinerie d'aviation devait apprendre à se taire, à s'alourdir, à devenir civilisée. La piste avait prouvé que le moteur était invincible. Mais pour survivre à la décennie suivante, Salmson devait transformer cette fureur de course en une élégance bourgeoise de route. Le passage des années folles à la décennie 1930 marqua un tournant brutal pour l'industrie automobile française. Le vacarme des cycles-cars et l'odeur d'huile brûlée des circuits poussiéreux ne suffisaient plus à séduire une bourgeoisie qui exigeait désormais du confort, du silence et de la fiabilité pour voyager à travers le pays. Pour Salmson, ce n'était pas un renoncement, mais une véritable élévation industrielle. L'usine du Point du Jour décida de prendre l'architecture nerveuse à double arbre à cam en tête, qui avait terrorisé Amilcar, et de la transformer en un monument de la grande bourgeoisie mécanique. Ce fut la naissance de la légendaire lignée des moteurs S4. Lancée à la toute fin des années 1920 et perfectionnée tout au long des années 1930, avec les séries S4C, S4D et l'imposante S4E, cette nouvelle génération de moteurs ne cherchait plus à battre des records de vitesse pure sur l'anneau de vitesse de Montlhéry. Elle cherchait à vaincre un ennemi bien plus complexe dans l'usage quotidien de l'automobiliste fortuné, les vibrations mécaniques, l'usure prématurée et le bruit parasite. Dans les vastes ateliers de Boulogne-Billancourt, l'ambiance n'avait rien à voir avec les bruyantes chaînes de montage de l'immense usine Renault, située littéralement à quelques centaines de mètres de là, de l'autre côté des murs. Chez Renault, l'objectif d'avant-guerre était le volume, la cadence, la voiture produite en grande série qui devait motoriser la masse avec des blocs simples et rustiques. Chez Salmson, la culture d'entreprise restait farouchement ancrée dans l'aéronautique militaire de la Première Guerre mondiale. Un ouvrier Salmson ne se considérait pas comme un simple monteur à la chaîne. Il était un ajusteur de précision, le dépositaire direct des mécaniciens d'aviation. Chaque bloc moteur S4 était coulé, usiné et assemblé avec des tolérances microscopiques. Le vilebrequin, l'arbre lourd et complexe qui encaisse les explosions pour créer la rotation, était équilibré dynamiquement avec un soin maniaque sur des bancs d'essai dédiés. La distribution, toujours fidèle au double arbre, à cam en tête, permettait aux soupapes de s'ouvrir et de se fermer avec une douceur absolue, une fluidité que les moteurs à soupapes latérales des constructeurs généralistes ne pouvaient physiquement pas atteindre sans s'étouffer. Dans une France des années 1930, où un moteur pouvait décider de la respectabilité d'une automobile, de la sécurité d'un long trajet vers la Côte d'Azur, du silence absolu dans l'habitacle ou de la fierté d'une usine face à ses concurrents industriels, la puissance n'était pas une abstraction. Elle était métal, carburant, travail, chaleur, bruit maîtrisé, entretien rigoureux, orgueil d'État, industrie et confiance. Posséder une Salmson S4 à cette époque, c'était faire une déclaration de snobisme technologique assumée. Sous le grand capot d'une S4D de 1934, le bloc 4 cylindres de 1600 cm3 ne hurlait plus comme les anciennes voiturettes de course. Il tournait avec un feulement sourd, une régularité de métronome qui fascinait les mécaniciens de province. Lorsqu'un garagiste ouvrait le capot d'une Salmson dans son atelier, il ne voyait pas un enchevêtrement de câbles ou des pièces de fonderie grossières, poreuses et expédiées à la hâte. Il découvrait un bloc d'aluminium et de fonte sculpté, net, presque clinique. Le moteur dégageait une impression de propreté mécanique digne de la salle des machines d'un grand navire de luxe ou de la nacelle d'un avion de ligne. La marque avait réussi son pari stratégique. Elle s'était imposée comme l'équivalent français d'une ingénierie de pointe silencieuse, séduisant une clientèle très spécifique. Des ingénieurs, des avocats, des médecins, des notables ruraux et des officiers supérieurs de l'armée. Le réseau de concessionnaires Salmson, bien que restreint comparé à l'immensité de l'empire Citroën ou Peugeot, vendait de l'exclusivité garantie. Les acheteurs savaient qu'ils payaient le prix fort pour de l'artisanat industriel de très haut vol. Mais pour que cette cathédrale mécanique soit véritablement parfaite, le moteur S4 ne pouvait pas être couplé à une transmission ordinaire. Une boîte de vitesse manuelle classique, lourde, nécessitant de la force au levier
et provoquant des craquements au changement de rapport, aurait détruit tout l'effort de raffinement accompli sur les établis de Billancourt. L'usine devait trouver un moyen de transmettre cette douceur mécanique aux roues arrière avec la même sophistication. La pièce manquante de ce système d'exception attendait déjà, prête à transformer l'expérience de conduite française d'une manière que personne n'avait imaginée. La pièce manquante de cette cathédrale mécanique était la boîte de vitesse électromagnétique Cottal. Une boîte Cottal, une transmission révolutionnaire qui remplaçait les engrenages baladeurs et les embrayages à friction rudimentaire de l'époque par des trains de pignons planétaires, engagés de manière invisible par de puissants électroaimants. Au lieu de forcer sur un lourd levier de vitesse mécanique et de risquer de faire craquer les rapports en double débrayant, le conducteur d'une Salmson S4 sélectionnait ses vitesses du bout des doigts via un minuscule commutateur appelé le moutardier, subtilement placé derrière le volant. L'association du bloc moteur à double arbre à cam en tête et de la boîte Cottal créa une aura de magie industrielle. Dans l'habitacle d'une Salmson S4E, le fleuron de la gamme propulsé par un imposant moteur, 4 cylindres de 2,3 litres, lancé en 1937, avec plus de 70 chevaux minutieusement vérifiés, la conduite devenait un exercice de fluidité absolue. La puissance n'était plus une explosion de contraintes métalliques, c'était une poussée continue, presque aéronautique. Mais cette perfection exigeait un écosystème impitoyable pour survivre. Des faisceaux électriques en parfait état, des batteries surpuissantes pour alimenter les bobines magnétiques, des huiles pures et des ateliers agréés où les mécaniciens devaient comprendre les lois complexes de l'électromagnétisme autant que les tolérances thermiques des soupapes. Le sommet culturel de Salmson fut atteint dans ces dernières années d'avant-guerre. Au cœur de l'usine du Point du Jour, les ouvriers en blouse grise évoluaient dans une atmosphère qui tenait davantage de l'horlogerie de précision ou du laboratoire que de l'usine automobile. Le contraste avec l'immense forteresse Renault de l'île Seguin, située littéralement à quelques encablures, était saisissant. Chez Renault, les cadences infernales crachaient des milliers de véhicules populaires pour inonder les routes. Chez Salmson, la production annuelle se comptait laborieusement en centaines d'unités. Chaque moteur recevait un soin individuel. Lorsqu'un ajusteur serrait les écrous d'une culasse en aluminium, il savait qu'il ne construisait pas un simple moyen de transport. Il assemblait un statut social. Une Salmson S4 garée devant un grand hôtel de la Côte d'Azur, à Deauville ou sur les avenues parisiennes, imposait un respect silencieux. Le nom ne criait pas sa richesse par des carrosseries exubérantes, mais par la certitude que sous le long capot, l'ingénierie était d'une noblesse absolue. Dans une France où la qualité d'une automobile se mesurait encore à l'oreille, où un mécanicien de province pouvait juger de l'intégrité d'une entreprise simplement en écoutant le ralenti parfait d'un moteur, la puissance n'était pas un concept abstrait. Elle était un assemblage physique d'acier forgé, de cuivre, d'aluminium, de savoir-faire humain et d'orgueil national. L'usine de Billancourt n'avait pas seulement construit un moteur, elle avait construit une preuve physique que le travail manuel de très haute précision pouvait encore exister et triompher à l'ère de la machine. Mais la perfection a un coût, et ce coût est la vulnérabilité industrielle. La fierté de l'usine Salmson reposait sur un modèle économique extrêmement fragile. Un faible volume, des coûts d'usinage colossaux, des marges protégées exclusivement par une clientèle d'élite et une main-d'œuvre irremplaçable d'artisans. Les motoristes du Point du Jour vivaient dans une bulle de perfectionnisme mécanique, isolés des forces froides qui commençaient à transformer l'industrie mondiale. À l'extérieur de leurs murs clos, des constructeurs comme Citroën, avec sa traction avant produite en masse, ou Peugeot, maîtrisaient l'art de l'emboutissage industriel et réduisaient drastiquement les coûts de la mobilité. Le bloc Salmson était l'apogée d'une philosophie. Il était prêt à affronter n'importe quel banc d'essai, n'importe quelle route de montagne et n'importe quel concours d'élégance. Le métal était sans défaut, l'usinage chirurgical et la douceur électromagnétique inégalée. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le moteur S4 était un chef-d'œuvre incontesté de la métallurgie française. Mais la guerre allait détruire, avec une violence inouïe, le monde pour lequel ce chef-d'œuvre avait été conçu. La première fissure dans l'empire Salmson n'est pas apparue sous la forme d'une faillite brutale ou d'une annonce comptable. Elle est apparue de manière presque invisible dans le silence d'un garage de province au lendemain de la Libération,
à la fin de l'année 1945. La France sortait de 5 années de conflits, d'occupation et de pillage industriel. Le pays était économiquement exsangue. Les routes étaient à défoncer, les ponts détruits, et l'essence était devenue un produit de luxe absolu, strictement contrôlé par des tickets de rationnement. Dans ce paysage de ruines, les propriétaires des prestigieuses Samson d'avant-guerre ressortirent leurs véhicules cachés pendant des années, sous des meules de foin ou au fond de granges poussiéreuses. Mais lorsqu'une Samson S4E arrivait dans un atelier rural pour être remise en route, le garagiste se retrouvait face à un problème inédit. Le moteur tournait encore, la métallurgie de Billancourt n'avait pas cédé, mais le système nerveux de la voiture, lui, s'effondrait. La fameuse boîte électromagnétique Cotal, ce joyau de douceur qui passait les rapports grâce à des impulsions électriques, ne supportait pas l'humidité des années de stockage ni la faiblesse des batteries d'après-guerre. Lorsqu'un faisceau électrique vieillissait ou qu'une bobine magnétique grillait, le mécanicien de province ne pouvait pas réparer la panne avec un simple marteau et une clé anglaise, comme il le faisait sur une Peugeot 202 ou une vieille Renault Prima 4. Il lui fallait des fils de cuivre pur, des composants électriques spécifiques et une compréhension fine des circuits. Or, en 1945, l'industrie des pièces détachées était à l'arrêt. Les composants nobles manquaient cruellement. C'est ici que frappa la force 3 de notre histoire mécanique. Usines, garages, concessionnaires et réseaux d'assistance. Un moteur, aussi parfait et ingénieux soit-il, ne vit que par l'écosystème qui le maintient. Le réseau d'assistance de Salmson avait toujours été restreint, pensé pour une élite capable de confier sa voiture à des ateliers hautement spécialisés. Mais dans une France appauvrie, la complexité de l'architecture à double arbre, à cam en tête, et l'exigence de la boîte Cotal se transformèrent en un fardeau effrayant. Les garagistes indépendants commencèrent à redouter ces mécaniques, ce qui était perçu 10 ans plus tôt comme le summum de l'élégance technologique française devenait, sur un établi taché d'huile, un cauchemar de maintenance. Le bloc moteur devenait trop cher à entretenir, non pas par manque de fiabilité de l'acier, mais par l'impossibilité de trouver l'environnement technique pour le faire vivre. Ce piège de la rareté nous amène directement à la force 2. Métal, carburant, coûts en production. Dans la France rationnée de l'immédiat après-guerre, le coût des matières premières explosait. L'acier de haute qualité et l'aluminium, autrefois abondants pour l'industrie aéronautique et les usines de luxe, étaient désormais des denrées rares, farouchement disputées. À Boulogne-Billancourt, derrière les murs de l'usine du Point du Jour, la direction de Salmson tenta pourtant de relancer la machine comme si le monde n'avait pas changé. En 1946, les ouvriers dépoussiérèrent les outillages de 1939. L'entreprise remit en production ses modèles d'avant-guerre, la Salmson S461, équipée d'un 4 cylindres de 1730 cm3 et l'imposante S4E de 2,3 litres. Les ingénieurs étaient maintenant convaincus que la clientèle bourgeoise, celle des médecins de campagne, des avocats et des notables, reviendrait naturellement vers la croix de Saint-André. Ils croyaient fermement que la qualité absolue de l'usinage finirait par triompher des pénuries. Mais les chiffres de production racontèrent rapidement une toute autre réalité. La fabrication était lente, laborieuse, presque artisanale. Les coûts de production s'envolaient à cause de la faible cadence de la fonderie. Salmson ne pouvait pas réaliser d'économie d'échelle. À quelques rues de là, le géant Renault, fraîchement nationalisé par l'État pour devenir la Régie nationale des usines Renault, RNUR, préparait déjà la 4CV, un véhicule populaire, rudimentaire, conçu pour être embouti et assemblé par milliers d'exemplaires. Renault avait compris que la France d'après-guerre n'avait plus besoin d'un ajustage aéronautique. Elle avait besoin d'un moteur bon marché, capable de tolérer de l'essence de mauvaise qualité et de se réparer au bord de la route. Salmson, en refusant d'abaisser ses standards de qualité, se condamnait à vendre ses voitures à des prix astronomiques. La S461 coûtait une fortune, s'adressant à une classe sociale qui avait elle-même fondu avec la guerre. Le marché s'était scindé. D'un côté, une demande écrasante pour la petite mobilité économique. De l'autre, un marché de très grand luxe où s'affrontaient Delahaye et Talbot Lago. Salmson se retrouvait coincé au milieu, proposant une ingénierie de pointe pour une moyenne bourgeoisie qui n'avait plus les moyens de payer l'excellence. Le bloc moteur à double arbre à cam tournait toujours avec la même noblesse sur les bancs d'essai de l'usine.
Les ajusteurs de Billancourt étaient toujours capables de miracles métallurgiques. Le réseau tentait de survivre et le logo suscitait encore le respect des connaisseurs. La direction pensait qu'il suffirait de patienter, que l'économie française finirait par se rétablir et que le cycle naturel des affaires ramènerait l'entreprise vers les sommets des années 1930. Mais la machine fonctionnait encore, tandis que le véritable adversaire n'était plus la concurrence mécanique ni même le prix de l'acier. Il attendait dans les bureaux d'un ministère à Paris, sous la forme d'un plan d'État implacable qui allait rayer la grande bourgeoisie mécanique de la carte industrielle française. Le coup de grâce ne vint pas d'une défaillance mécanique, mais d'une décision administrative. En 1945, le gouvernement français, confronté à la ruine du pays, confia à un haut fonctionnaire, Paul-Marie Ponce, la tâche de rationaliser l'ensemble de l'industrie automobile. Le tristement célèbre Plan Ponce, un programme d'État autoritaire, dictant quels constructeurs avaient le droit de survivre, quels modèles devaient être produits et surtout qui recevraient de l'acier, s'abattit sur le marché. L'objectif de l'État était de concentrer les ressources sur la production de masse et l'exportation. Dans cette nouvelle géométrie industrielle dictée par la force 1, État, industrie nationale et ambition technique, Renault fut désigné pour produire la petite 4CV. Peugeot et Citroën se virent attribuer les segments moyens et utilitaires. Et Salmson, le prestigieux motoriste du Point du Jour, fut froidement classé dans la catégorie hors série. Cette classification n'était pas un honneur, c'était une sentence d'étouffement. Elle signifiait que l'entreprise ne recevrait aucune allocation prioritaire de matières premières. Pour construire les blocs moteurs S4, couler les culasses en aluminium et forger les arbres à cames, l'usine avait besoin de métaux de haute qualité. Du jour au lendemain, Salmson fut contraint d'acheter son acier à des prix exorbitants sur le marché libre, voire au marché noir, ou de se contenter de matériaux de récupération qui menaçaient la légendaire fiabilité de ses mécaniques. À Billancourt, les ouvriers assistaient à un contraste tragique. Pendant que les trains de marchandises déversaient des tonnes de tôle fraîche dans l'usine Renault voisine, les ateliers Salmson devaient économiser la moindre chute d'aluminium. Ce rationnement d'État fut rapidement suivi par une offensive fiscale dévastatrice. Pour renflouer ses caisses, la France d'après-guerre instaura des taxes punitives sur les automobiles de forte cylindrée, considérées comme des signes extérieurs de richesse. La Salmson S4E, avec son généreux moteur de 2,3 litres, tomba exactement dans le viseur de cette surtaxe. Le marché naturel de l'entreprise s'effondra. La grande bourgeoisie s'était appauvrie et les rares industriels encore capables de dépenser des fortunes préféraient investir dans des marques étrangères ou attendaient la future révolution hydraulique de Citroën. Le réseau de concessionnaires Salmson, incapable d'écouler des voitures devenues hors de prix, commença à se désintégrer. Sans réseau pour vendre, l'usine ne pouvait plus financer ses cadences de fonderie. Acculée, la direction tenta un ultime et magnifique baroud d'honneur. En 1953, refusant de s'avouer vaincu par les comptables du ministère, Salmson présenta la 2300 Sport. C'était un coupé aux lignes superbes, propulsé par l'ultime évolution du célèbre 4 cylindres à double arbre à cames en tête, désormais poussé à plus de 100 chevaux. La boîte électromagnétique, Cotal, était toujours présente. La 2300 Sport était une démonstration de force. Elle prouvait que les ingénieurs de Billancourt savaient encore concevoir une véritable machine de grand tourisme à la française. Elle alla même jusqu'à s'engager aux 24 heures du Mans, ravivant brièvement le fantôme des années de gloire où la croix de Saint-André terrorisait les circuits. Mais ce sursaut de fierté arriva beaucoup trop tard. En 1953, l'année même du lancement de la 2300 Sport, la société des moteurs Salmson, Exang, fut placée en règlement judiciaire, une procédure légale de protection contre la faillite déclenchée lorsqu'une entreprise ne peut plus payer ses dettes. Le développement de nouvelles mécaniques fut gelé. L'usine du Point du Jour entra dans une lente agonie, produisant la 2300 Sport au compte-gouttes, presque à l'unité, pour une poignée de passionnés irréductibles qui refusaient de voir mourir ce monument de l'usinage français. Pendant 4 ans, les ateliers tournèrent au ralenti, dans un silence de plus en plus lourd, encerclés par l'expansion fulgurante de la régie Renault. Les mécaniciens de province ne réparaient presque plus de boîtes Cotal. Les concessionnaires avaient décroché l'enseigne.
Finalement, en 1947, l'inévitable se produisit. Le tribunal prononça la fin. Renault, qui manquait d'espace pour assembler ses propres moteurs produits à des millions d'exemplaires, racheta la totalité des installations du Point du Jour. Les vieilles machines-outils qui avaient taillé les moteurs canton-unés de la Première Guerre mondiale, puis les blocs victorieux des années 1920, furent démantelés pour faire place à la production de masse. L'ingénierie aéronautique n'avait pas survécu à la démocratisation de l'automobile. La France n'avait pas cessé d'avoir besoin de moteurs. Elle avait eu besoin d'une mobilité que la perfection de Salmson ne pouvait pas lui offrir. Le moteur tournait encore. Les commandes ralentirent. L'acier devint introuvable. L'État ferma les portes. Le son s'éloigna. L'usine fut vendue. Le monde qu'il avait créé avait disparu. La disparition de la Société des moteurs Salmson de la scène automobile française ne fut pas suivie d'une résurrection miraculeuse. Contrairement à des marques de prestige comme Bugatti, dont le nom fut plus tard exhumé et racheté par de puissants groupes internationaux pour vendre de la vitesse extrême, ou Alpine qui finit par retrouver la grâce de Renault, le nom de Salmson Automobile s'éteignit définitivement avec la vente de l'usine de Boulogne-Billancourt en 1957. Renault, le gigantesque voisin industriel qui avait avalé les ateliers historiques du Point du Jour, n'avait absolument aucun intérêt à préserver la lignée des moteurs à double arbre à cames en tête, pas plus que l'étrange complexité de la boîte électromagnétique Cotal. Pour la Régie nationale, l'achat de Salmson n'était qu'une froide acquisition foncière, une simple expansion de mètres carrés pour pouvoir cracher davantage de petites voitures populaires produites à la chaîne. Par une ironie amère et fascinante de l'histoire industrielle, le nom de Salmson ne disparut pourtant pas totalement de la mémoire économique française, tandis que les magnifiques nœuds coupés 2300 Sport et les luxueuses berlines S4E devenaient des fantômes sur les routes de France, la division historique des pompes centrifuges, la toute première activité fondée par Émile Salmson, bien avant que l'entreprise ne regarde vers le ciel de la Première Guerre mondiale, survécut. L'entreprise Pompe Salmson continua de prospérer pendant des décennies, fabriquant de modestes systèmes de circulation d'eau pour le chauffage central et l'industrie. Le grand public français continua de voir le nom Salmson gravé sur des carters d'appareils domestiques dans les chaufferies des immeubles, ignorant totalement que ce même logo croisé de Saint-André avait autrefois propulsé des avions de chasse au-dessus des nuages et terrorisé les circuits de Grand Prix. Quant au berceau physique de cette puissance, il a été méthodiquement avalé par le temps et l'urbanisme. L'usine du Point du Jour n'existe plus. Même l'empire Renault de l'île Seguin et de Billancourt, qu'il avait absorbé avec voracité, a fini par fermer ses propres portes à la fin du XXe siècle, transformant l'ancienne forteresse métallurgique en quartier résidentiel, lisse et en immeuble de bureaux. Le bruit des bancs d'essai, l'odeur de l'aluminium fondu, le vacarme des presses et le hurlement chirurgical des petits blocs de course de la série AL ont définitivement quitté les rives de la Seine. Pourtant, la mémoire de cette époque refuse de mourir. Aujourd'hui, l'héritage de la grande bourgeoisie mécanique française est jalousement préservé par l'amicale Salmson et par un réseau extrêmement restreint de restaurateurs automobiles de haut niveau. Dans le monde de la préservation et de la culture garage classique, maintenir une Salmson en vie n'est toujours pas un choix de facilité. Restaurer un moteur S4 aujourd'hui exige de retrouver les compétences et l'exigence des ajusteurs des années 1930. Les mécaniciens, capables de prendre en charge le bobinage complexe d'une boîte Cotal ou le calage parfait d'une distribution à double arbre, à cames en tête, sont devenus de rares orfèvres. Dans les allées de salons rétro ou lors de rassemblements historiques en province, les propriétaires chassent les pièces de rechange, échangent de vieux catalogues de pièces jaunies par le temps et de précieux manuels d'atelier tachés d'huile qui documentent des tolérances de réglage oubliées. Parfois, doivent financer la refabrication sur mesure de pièces d'usure en petite série, acceptant le coût d'une ingénierie qui refusait le compromis. Ce n'est pas seulement de la nostalgie. Un bloc Salmson à double arbre à cames, démonté sur l'établi d'un atelier spécialisé, est un argument physique qui prouve une époque révolue de la pensée industrielle nationale. Il rappelle qu'il fut un temps où la France croyait sincèrement qu'une automobile devait être usinée et construite exactement avec la même rigueur qu'un aéroplane. Contrairement à un moteur Renault ou Peugeot de la même époque,
Conçu pour tolérer l'approximation, la négligence de son propriétaire et les routes défoncées, le moteur Salmson démontre physiquement les limites de la perfection. Chaque bielle, chaque soupape, chaque ailette de refroidissement en aluminium fondu raconte la résistance désespérée d'une usine face à l'arrivée inéluctable de la voiture jetable. L'histoire de Salmson n'est pas celle d'un échec technique, mais celle d'une défaite économique totale face au triomphe de la production de masse. Le grand drame de l'industrie française, que l'histoire de Salmson illustre avec une clarté brutale, est que la perfection mécanique seule ne suffit jamais à garantir la survie d'un empire. Le moteur en étoile Canton-Unné avait conquis le ciel en guerre. Le bloc nerveux, AL, avait dominé la poussière des circuits. Le lourd moteur S4 avait offert le silence absolu à la haute société. Mais la France d'après-guerre, sévèrement encadrée par le plan Pont, étranglée par le coût de l'acier et affamée de mobilité quotidienne bon marché, n'avait plus besoin de l'excellence absolue. Elle avait besoin d'un compromis acceptable, réparable et abordable. Salmson a disparu parce que ses ingénieurs, ses tourneurs et sa direction ont toujours refusé ce compromis. Ils n'ont pas su, ou n'ont tout simplement pas voulu, désapprendre l'exigence que l'aviation leur avait enseignée. Le moteur était parfait. Le monde autour de lui exigeait soudainement qu'il soit banal. Quelque part dans un garage de province, baigné par la lumière blanche et froide des néons, un vieux bloc 4 cylindres de Salmson S4 repose encore aujourd'hui sur un lourd établi de bois. Le carter en aluminium est d'une propreté clinique, les lourds engrenages de la distribution sont parfaitement immobiles, et l'acier usiné avec une minutie aéronautique brille d'un léger film d'huile claire. La machine attend, figée, conservant dans son métal le souvenir physique d'un ciel en guerre et d'une fureur mécanique que la France moderne n'a plus besoin d'entendre. À la prochaine histoire.